Salut tout le monde. Aujourd'hui on continue le book haul commencé la semaine dernière. Je vous avais dit qu'il y avait plein de livres d'arrivée ces dernières semaines. Et pour une fois, vous le voyez, je ne suis pas en pyjama. J'ai réussi à mettre une tenue, on va dire, un peu plus conventionnelle. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors, petite chose avant qu'on commence, il va y avoir certains livres que j'ai déjà lus. Donc je vais vous les présenter, je vais vous lire le résumé et du coup j'en profiterai pour vous glisser 2-3 mots sur ce que j'ai pensé pendant ma lecture. On commence avec une série manga qui a été un coup de cœur phénoménal pour la fin de 2022. Il s'agit des Carnets de l'apothicaire et j'ai acheté le tome 10. Les Carnets de l'apothicaire, c'est vraiment une série manga chouchou. J'ai flashé sur tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Le dessin qui est particulièrement soigné avec plein de petits détails. L'intrigue qui met en scène Mao Mao. Alors Mao Mao, c'est une apothicaire qui a grandi dans le quartier des plaisirs et qui se retrouve embauchée comme goûteuse et aussi un peu comme apothicaire dans l'ombre, dans la cité interdite. Elle est au service d'une des concubines de l'empereur, une des favorites même de l'empereur. Et j'ai déjà parlé de cette série, mais vraiment, plus j'avance dans les tomes, plus c'est un plaisir. Mao Mao, j'aime beaucoup son côté un peu Sherlock Holmes. Il va y avoir des intrigues qui vont se nouer et des complots qui vont se passer au sein de la cité interdite. Et à chaque fois, ils vont faire appel à elle pour savoir un petit peu ce qu'il en découle. Comment est-ce que les gens ont été assassinés, qu'est-ce qui se fomente un peu dans l'ombre. Elle a un côté très sérieux, mais qui est contrebalancé par tous les personnages qui gravitent autour, qui eux vont apporter un peu plus de légèreté. C'est pas une série humoristique, mais je trouve que c'est une série qui est vraiment intéressante à lire. Donc si jamais vous cherchez un manga très sympathique, n'hésitez pas à foncer sur les Carnets de l'apothicaire. On continue avec un autre livre qui a été un petit peu long à arriver dans ma pile à lire. Je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous l'expliquer. Alors, il faut savoir qu'il y a une saga qui est un véritable coup de cœur pour moi. Autant pour certains, ça va être Harry Potter, moi je vais être Hunger Games. Voilà, c'est une trilogie que j'ai adorée, que je regarde en film, que je relis régulièrement. J'ai eu un coup de cœur pour cette saga. Maintenant, donc des années après l'avoir lu, j'ai acheté le préquel qui s'intitule La balade du serpent et de l'oiseau moqueur. Déjà, je l'ai commandé en grand parce que j'adore la couverture, je sais même pas s'il existe en petit, mais j'adore la couverture. J'aime beaucoup le design de tout ce qui fait Hunger Games. Je trouve que c'est une saga qui est originale, et donc j'ai voulu essayer de lire le préquel. Alors je pense sincèrement que je ne l'ai pas acheté plus tôt, parce que j'avais un petit peu peur d'être déçue. Dans le sens où Hunger Games met en scène le président Snow, qui est alors sans vous spoiler, hein, le grand méchant de la trilogie. Et du coup, je pense que j'ai eu un petit peu peur de me prendre d'affection pour lui, pour un méchant, si on veut parler en termes manichéens. Je suis en train de le lire, je n'arrive pas à le lâcher. Vraiment, c'est un plaisir. J'étais partie très loin du young adulte. Pendant très longtemps, j'ai pas réussi à rouvrir un livre, même si j'en ai plein dans ma palle. J'étais vraiment partie sur les thrillers, les polars, etc., qui sont vraiment ma marque de fabrique de base. Mais là, j'ai renoué un petit peu avec le young adulte et je ne regrette absolument pas. Je vous lis le résumé. Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'assurance et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tribus, une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner parce que Hunger Games, et l'auteur arrive vraiment à nous surprendre. Donc c'est ma lecture du moment. On va continuer ce book haul avec 3 lectures qui arrivent et qui vont
traiter d'un sujet de société qui personnellement me touche énormément. Il s'agit de la grossophobie. La grossophobie, je m'y suis penchée dernièrement et j'ai cherché un petit peu des ouvrages qui pouvaient la traiter, mais aussi faire réfléchir sur son rapport au corps. Pour ça, j'ai sélectionné 3 livres, j'en ai déjà lu 2. Le tout premier que j'ai lu, il s'intitule Cher corps. Alors ça ne concerne pas uniquement la grossophobie, mais ça concerne vraiment le rapport au corps d'une manière générale. J'ai trouvé cet ouvrage extrêmement intéressant. C'est un collectif d'autrices qui l'a fait. Alors j'ai pas dit écrit parce que l'intérieur, je vous montre. L'intérieur, ce sont des BD, enfin des planches de dessin. Voilà. J'ai trouvé cet ouvrage extrêmement intéressant. Je vous lis le résumé et j'en dis quelques mots après. Comment définirais-tu ton rapport au corps aujourd'hui? C'est avec une sincérité désarmante que 12 femmes, âgées de 15 à 77 ans, ont répondu à cette question en confiant leur histoire à 12 autrices de talent. Partez à la rencontre de Marie-Paul qui a milité pour la pilule dans les années 70, Aurélie qui a surmonté son anorexie, Maï, qui a noué un lien presque mystique avec son corps grâce à la maternité, mais aussi Blaise qui envoie valser les limites entre les genres. Emma qui s'engage contre les violences faites aux femmes, Camille qui raconte son handicap, Sophie qui a survécu au Bataclan et bien d'autres encore. C'est un roman graphique, ils appellent ça un roman graphique. Et sincèrement, ça a été, je crois, mon coup de cœur de début 2023. Le rapport au corps, chacun a son idée dessus. Moi personnellement, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Si vous me suivez dans mes vidéos, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est quelque chose qui me questionne énormément. Lorsque j'ai lu ce livre, j'ai été extrêmement touchée par les histoires. Je lisais les histoires, pour tout vous avouer, je pleurais, hein, voilà. Mais je pleurais pas de tristesse, je pleurais vraiment parce que je sentais que à l'intérieur de moi, il y avait quand même des questionnements, il y avait des réponses à des questions qui se posaient, enfin qui se créaient par ce livre. Et vraiment, c'était un cheminement qui se faisait au fil de la lecture. Ça fait du bien. Quand on a un rapport au corps qui peut être difficile, ça fait du bien de lire des ouvrages comme ça, réellement. Je vous encourage à le lire, même si vous n'avez pas de problème avec votre corps, voilà, hein, c'est vraiment un ouvrage qui fait du bien, qui chamboule, mais qui chamboule de la bonne manière. Le deuxième livre traitant de ce sujet, alors là vraiment on est vraiment sur la grossophobie, par contre on est encore sur le rapport au corps, mais vraiment d'un point de vue beaucoup plus précis. Il s'agit de Ne jamais couler, de Marie de Brouwer. Et Marie de Brouwer a sorti ce livre le 18 janvier. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 janvier. Ça fait une semaine que le livre est sorti. Et pour tout vous avouer, je l'ai acheté le jour même de sa sortie. Et je l'ai dévoré dans la foulée. Sincèrement, ce livre a été aussi extrêmement formateur. Je vous lis le résumé. La grossophobie définit l'ensemble des discriminations que vivent les personnes grosses dans notre société. Elle est constante dans nos vies, de l'enfance à l'âge adulte. C'est une discrimination silencieuse, ignorée, légitimée. Alors voilà, la grossophobie, elle est partout tout le temps et tout le monde s'en fout. Avec une approche ludique et un humour décapant, Marie de Brouwer nous raconte son histoire et son combat contre l'injustice qu'elle vit au quotidien, portée par les illustrations pétillantes de Lucie Macaroni. Lucie Macaroni, pardon, j'ai écorché un petit peu son nom. Voilà, donc c'est aussi un roman graphique avec des images, du coup. Et sincèrement, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Déjà, je trouve que le dessin fait passer beaucoup plus d'émotions que les lignes pour tout ce qui va traiter de ce sujet-là, parce que le rapport au corps, c'est le rapport au visuel, et c'est pas la même chose si on lit des lignes que si on voit l'image. Mais aussi, l'autrice m'a beaucoup touchée dans sa manière d'aborder les choses. Ce livre, il est beau, parce que ça nous montre tous les mécanismes qu'une personne en surpoids va développer pour essayer de s'en sortir. Et ça va peut-être nous faire réfléchir aussi sur l'entourage en nous disant bah cette personne-là est comme ça, est-ce que c'est pas un mécanisme de défense? J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Autre livre qui a rejoint ma palle et qui est aussi dans la même veine, on arrive au bout de cette trilogie de livres que j'ai acheté. C'est Je suis votre pire cauchemar. Alors je ne l'ai pas encore lu celui-là. J'ai lu le résumé, je me suis dit que c'était une bonne idée de le prendre, au moins pour me faire un avis. Peut-être que tous les livres ne me plairont pas, peut-être que certains ne vont pas me faire beaucoup cheminer ou beaucoup réfléchir.
mais autant me faire mon propre avis. Alors, de quoi parle ce livre? Comment défendre le respect pour tous les corps quand on a intégré la haine du sien? Comment valoriser son corps gros quand la prise de poids est vue comme étant le pire cauchemar des femmes autour de soi? Comment défendre des idéaux féministes quand on ressent de la jalousie vis-à-vis d'autres femmes au corps plus conforme au code de beauté? Les mécanismes d'oppression qui touchent tout ce qui ne rentre pas dans la norme, nos rapports intimes au corps et aux autres femmes, le body positive et l'afroféminisme, autant de sujets qui sont abordés dans cet ouvrage intime, militant et poétique pour lutter contre le mythe de la perfection. Perfection que l'autrice, femme noire et grosse, s'efforce de détricoter afin de construire une société émancipée où chaque corps, aussi différent qu'il soit, aura sa place. Donc je peux pas vous en parler parce que je l'ai pas encore lu. Alors après, voilà, c'est un livre avec des lignes, ce n'est pas un roman graphique. Donc ça m'intéressait aussi de lire ce genre d'ouvrage parce que tous les livres que j'ai lus jusque-là étaient des romans graphiques concernant ce thème. Et du coup j'ai envie de voir si un livre sans images mais avec des lignes va me faire aussi cheminer et aussi réfléchir. La trilogie sur la grossophobie et le rapport au corps est terminée. Maintenant on va passer au thriller. Hein, pas de book haul, sans thriller c'est impossible sur cette chaîne. Des thrillers j'en ai 6 à vous proposer. Le tout premier, donc bien sûr c'est un book haul, je ne les ai pas encore lus. Le tout premier c'est Ton jour viendra, qui a l'air d'être une espèce de huis clos. Connaissez-vous vraiment vos amis? 10 ans après avoir obtenu leur diplôme, 5 anciens camarades de fac se réunissent pour le week-end dans un chalet au beau milieu des montagnes Catskills. Oula. Faites pause. Au milieu des montagnes Catskills. Voilà. Toujours mon problème de prononciation. Ces retrouvailles ne sont pas un enterrement de vie de garçon, contrairement à ce qu'ils affirment, mais plutôt une tentative pour empêcher l'un d'eux de sombrer dans l'addiction. Après le suicide présumé de leur amie Alice, ils sont bien décidés à ne pas laisser survenir un nouveau drame. Mais rien ne se passe comme prévu et les gens du coin ont visiblement une dent contre ces étrangers qui viennent troubler la quiétude des montagnes. À force de se parler du bon vieux temps, les secrets du passé refont surface et certains d'entre eux sont mortels. Autant dire que la couverture est d'actualité, nous sommes au mois de janvier, il fait bien frisquet, donc je pense que ce livre-là peut être très sympathique à lire, avec soit au coin du feu, soit dans le canapé, avec un bon petit plaid et un thé. Autre thriller, un thriller de Viveka Sten. Alors si vous ne connaissez pas cette autrice, c'est une autrice de polar nordique que j'aime beaucoup. Elle a déjà écrit une série avant cette nouvelle série qui débute avec Une écharpe dans la neige, qui est ce roman. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup l'ambiance de ces polars, donc j'espère ne pas être déçue de cette nouvelle série. Après Meurtre à Sandam, la nouvelle série de Viveka Sten est déjà numéro 1 des ventes en Suède. Bon, autant vous dire que ce genre d'argument, ça me laisse totalement indifférente. Je ne regarde jamais les avis des journalistes derrière, parce que je me doute bien qu'ils vont tous dire que c'est super. Parfois ça l'est, parfois non. Sur un télésiège de la station suédoise d'Ar, dans les montagnes... Alors, ok, pause. Je suis profondément désolée, je vais encore écorcher des noms, parce que les noms suédois, le problème c'est que je ne sais pas comment ça se prononce quand il y a un petit rond au-dessus. Et les trémas c'est pareil. Donc, on va dire que... Voilà, vous me pardonnez. Je reprends. Sur un télésiège de la station suédoise d'Ar, dans les montagnes du Jämtland, on découvre un corps gelé. Dans la neige, une écharpe en laine. Anna Hallander, récemment virée de la police de Stockholm et accessoirement larguée par son petit ami, mène l'enquête avec l'inspecteur Daniel Lindskog. Entre la rebelle hantée par ses échecs et le jeune père débordé par son boulot, le courant passe. Mais parviendront-ils à résoudre cette affaire plus sombre et complexe qu'il n'y paraît? Que cache ce décor de luxe? Un nouveau duo cabossé et attachant, un rythme encore plus effréné et des paysages à couper le souffle addictifs. Alors oui, en effet, la propension de l'autrice à décrire des paysages vraiment très sympathiques du Nord, c'est aussi ça qui fait que je suis très attachée à son style de lecture. Petit bémol, je suis pas super fan de la couverture, mais bon, après, voilà, tout est affaire de goût. Par contre, il va vraiment falloir que je m'entraîne à lire les noms correctement parce que à chaque fois que je les lis, je me dis mais les pauvres viewers, ils vont pas du tout avoir envie de lire ce livre vu comment j'écorche les noms et comment je galère à chaque fois à leur vendre les choses.
Enfin, quand je dis vendre, on est bien d'accord que c'est pas, il n'y a pas de partenariat ni rien, hein, c'est juste que moi mon but c'est de vous donner des titres que vous piochez dans la liste et que vous disiez bah oui tiens celui-là il me va, celui-là il me va pas, ah tiens j'aimerais bien lire ce livre-là. Trêve de blabla, on va continuer avec pareil un auteur que je connais, Donato Carisi, qui écrit La Maison sans souvenir. C'est le tome 2. Est-ce qu'il précise? Non, il ne le précise pas. Donc je mets un gros panneau, attention, c'est un tome 2. C'est quelque chose que je ne supporte pas dans les résumés, c'est quand ils ne précisent pas que c'est un tome 2. Ça m'est déjà arrivé avec un livre de Peter James pendant Halloween, et franchement j'étais vraiment agacée. Donc ici c'est le tome 2 d'une série qui met en scène un hypnotiseur qui s'appelle Pietro Gerbert. Le premier c'est La Maison sans voix, que j'ai lu, que j'ai bien aimé. C'était pas un gros coup de cœur, mais franchement c'est bien écrit. Donato Carisi, j'ai adoré sa série sur le chuchoteur, si vous ne connaissez pas, foncez. C'est un auteur qui est assez connu dans le milieu du thriller. Sa plume est vraiment très agréable à lire, et à chaque fois ses intrigues sont assez originales, assez fouillées. Donc on passe un bon moment en fait quand on lit un Donato Carisi. Les faits évoqués dans le rapport de la police locale semblent anodins. Peu après l'aube, deux promeneurs découvrent une voiture abandonnée dans les bois en Toscane, le pneu arrière crevé et les portières ouvertes. Mais un détail interpelle les forces de l'ordre. Elles remarquent les traces d'une tentative de fuite et les effets personnels d'une mère et de son fils disparus depuis des mois. Lorsque l'adolescent réapparaît seul dans la vallée de l'enfer, il se déclare l'auteur d'un crime effroyable. Et pourtant, l'hypnotiseur florentin Pietro Gerbert, appelé à l'aide sur cette enquête, soupçonne que quelque chose d'autre, plus sinistre encore, est à l'origine du mal. Dès lors, les événements macabres se multiplient et Gerbert se retrouve piégé dans une énigme meurtrière où sa vie et celle du garçon seront gravement menacées. Dans ce thriller psychologique d'une originalité ensorcelante, Donato Carisi plonge le lecteur dans les abîmes de la conscience humaine. Bon, ça c'est encore le petit speech pour vous encourager à acheter un livre. Mais clairement, le résumé donne envie, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être dans la même veine que le premier opus que j'ai trouvé très sympathique? Je suis donc très curieuse de savoir ce que ça va donner. La liste s'amenuise au fur et à mesure. Un livre qui est une suite. Oh bah décidément il y a beaucoup de suites d'auteurs connus. Et puis j'ai une petite mèche là qui m'agace profondément quand je me vois dans le retour. Donc une suite. Il s'agit du livre Le Nid de Sarah Pearse, qui est une autrice que j'aime beaucoup aussi. Alors j'ai lu qu'un seul ouvrage d'elle qui s'intitulait Le Sanatorium, que je vais relire aussi parce que, alors, je ne sais pas pourquoi, je l'ai lu il y a peut-être un an à peu près. En général j'arrive toujours un peu à me remémorer les intrigues. Ici, pourtant j'avais adoré le livre, mais vraiment, j'avais adoré Le Sanatorium. D'ailleurs je vous encourage à le noter si jamais vous ne le connaissez pas. C'est une super enquête, un super huis clos dans un hôtel, etc. Tout ce que j'aime. Mais impossible de me souvenir. Très honnêtement, hein, là je fais pas celle, vous voyez, qui engrange des milliers de lectures et qui se rappelle absolument de tous les livres. Pour être totalement honnête, j'ai un trou de mémoire. Chose qui m'arrive très rarement, mais ça arrive. Ici donc Le Nid, c'est la suite. Alors c'est pareil, donc gros warning, c'est une suite, il faut lire Le Sanatorium avant parce que ça met en scène la même inspectrice. Juste ça. Je pense pas que les deux affaires soient liées, mais en fait c'est vous et votre manière de lire. Moi personnellement je ne supporte pas quand je lis les livres dans le désordre, sauf si je connais bien le héros, mais sinon j'adore lire les livres dans l'ordre. Parce que parfois il y a des allers-retours qui se font entre les opus et je suis totalement perdue si je ne les lis pas dans l'ordre. Autre originalité de ce livre, c'est son résumé. Je vous montre. Donc, ça se centre vraiment sur quelques phrases, mais c'est percutant je trouve. Un centre de bien-être luxueux, une île coupée du reste du monde, un serial killer en liberté, bienvenue sur l'île de Carrie. C'est court. On cerne tout de suite le propos, je trouve ça très sympa et j'adore la couverture. Par contre, je vous le dis encore, je vais relire Le Sanatorium avant. Parce que sinon, je pense que je vais être un petit peu perdue.
Les deux autres thrillers dont je vais vous parler, ça a été, je les ai lus, ça a été des coups de cœur monumentaux. Donc préparez vos stylos. Mon premier livre de ce genre, Lisa J. Well, Rentre avant la nuit. Je connaissais de nom cette autrice, j'ai quelques livres par-ci par-là qui traînent, mais je ne voyais pas très bien ce qu'elle apportait dans l'univers du thriller. J'ai lu ce livre, j'ai compris tout de suite. Waouh, quelle intrigue! Enfin, pourtant, c'était mal parti au début parce que ça met en scène des choses qui ne m'attirent pas normalement. Je vous explique après. Tallulah, 19 ans, n'est pas rentrée de sa soirée. Elle a confié son fils, qui n'est encore qu'un nourrisson, aux soins de sa mère. Jamais elle ne l'aurait abandonné. Si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêchée. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était aux Cendres, un domaine situé à la lisière de la forêt. 2 ans après la disparition de l'adolescente, Sophie s'installe à Maple House, le prestigieux pensionnat dont son compagnon vient de devenir directeur. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre un morceau de carton punaisé sur la clôture qui porte l'inscription creusée ici. Il n'en faut pas davantage pour que Sophie s'empare de cette affaire classée un peu trop vite, c'est le début d'un jeu de piste étourdissant. Et là, je suis totalement d'accord avec ce dernier mot, étourdissant. Je vous jure que l'autrice, elle va vous balader d'un bout à l'autre de son livre. Vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe, tellement vous allez avoir envie de tourner les pages encore et encore. J'ai terminé ce livre, je vous jure, j'ai terminé ce livre à 3 h du matin. Alors ça va, je ne travaillais pas le lendemain, c'était pendant les vacances. Mais je n'ai pas pu me décrocher de ce livre de la soirée. Ça a été... génial, génial. Les personnages sont... Alors, retors, c'est peut-être pas le mot. Les personnages sont extrêmement travaillés. Dans le sens où, à chaque fois que vous allez vous faire un avis sur un personnage, et bah, 3 pages après, tout est balayé. Et ça, c'est une force, parce que déjà, l'intrigue est très sympathique, quoique assez classique. Les deux choses qui font la force de ce livre, ce sont d'une part donc les personnages qui sont vraiment attachants ou détestables. La deuxième force de ce livre, c'est le retournement de situation. Je peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoil les choses, mais si vous voulez un super thriller à lire, notez-le, lisez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé. Autre coup de cœur, et alors là on part mais totalement ailleurs. Et c'est même pas un thriller d'ailleurs, je vous ai parlé d'un thriller, mais même pas, c'est un livre plutôt à suspense. Alors, c'est un livre que je lis, c'est un genre de livre que je lis très peu. Les livres à suspense, c'est tout ce qui va ressembler à de l'espionnage, à un peu genre Mission Impossible dans les films, si vous voulez une comparaison. Il s'agit, parce que je vais peut-être vous présenter le titre quand même, il s'agit de The Grey Man. Ceux qui œuvrent dans l'ombre le connaissent sous le nom de Grey Man. Tueur à gages implacable, devenu une légende pour sa discrétion et sa terrible efficacité, il enchaîne les missions et parvient toujours à abattre sa cible avant de disparaître. Aujourd'hui, c'est la tête de Grey Man qui est mise à prix. Seul, il doit sans cesse se déplacer pour échapper aux mercenaires qui veulent l'éliminer. La frontière est dès lors abolie entre tuer pour gagner sa vie et tuer pour sauver sa peau. De l'Irak à la France, en passant par Londres, Prague, Budapest et la Suisse, un thriller d'action où magouilles financières, enjeux géopolitiques et exécutions sommaires sont étroitement mêlés. Grey Man, un Jason Bourne, dopé au Red Bull et aux amphétamines. Pareil, je suis totalement d'accord avec cette dernière phrase. Ce livre, déjà il est très haletant. D'un bout à l'autre, ça ne s'arrête pas, il n'y a aucun temps mort. Aucun. Il est très intéressant à lire, très bien écrit, l'intrigue est super. Par contre, on est bien d'accord, enfin, vous n'avez pas encore lu le livre, mais sincèrement, le mec qui est dedans, c'est un tank. C'est un tank, c'est-à-dire que personne au monde ne serait capable de subir ce qu'il subit. C'est-à-dire que l'homme, quand même, passe de l'Irak à la France, comme c'est dit, à Londres, Prague, Budapest, etc. Bon, il nous fait un tour d'Europe, mais en 48 heures. Voilà, hein. Nous, déjà, on prend la voiture, on va à 3 heures de route, on a besoin de faire une pause pique-nique. Lui, il enchaîne le tour d'Europe, mais sans sourciller. C'est un peu extrême. Sincèrement, c'est à lire si vous laissez de côté, je pense, un peu toute cette logique-là. Ce mec, c'est une machine de guerre. Alors, moi, j'ai adoré parce que ça change un petit peu.
des thrillers qui sont psychologiques. Là on est dans l'action pure et dure. Ne vous attendez pas à une histoire d'amour, ne vous attendez pas à une intrigue très compliquée, c'est du basique, mais ça fait du bien. Il va être adapté sur Netflix, quelle surprise. Il est adapté, pardon. Il a été adapté sur Netflix, quelle surprise, avec Ryan Gosling, Chris Evans et Regé-Jean Page. Je crois que c'est celui qui jouait dans Bridgerton. J'ai pas vu la série, cette série-là. Je ne l'ai pas regardé sur Netflix, parce que je lis d'abord les livres et après je regarde les adaptations. Je ne sais pas si je le regarderai, j'ai un peu oublié entre deux. Mais sincèrement, le livre m'a énormément plu, parce que c'est un livre qui n'est pas prise de tête. Et on termine ce book haul avec, oui je vais en parler, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que je l'ai acheté. Je suis comme beaucoup de gens, mais je l'ai acheté parce qu'il m'intriguait. Et puis j'ai pas à me justifier parce que j'achète ce que je veux. Le suppléant du Prince Harry a rejoint ma palle et a été lu aussi le week-end dernier. Que dire? Il est lourd par contre, donc je vais le poser un peu. Que vous dire de ce livre? Première chose, j'ai adoré en parler sur les réseaux parce que énormément de monde a réagi. Alors a pas réagi en mode ah t'aurais pas dû acheter ce livre et tout, parce que de toute façon j'ai prévenu, hein, j'ai dit moi j'achète, je n'ai pas à me justifier, j'achète ce que je veux. Si ça plaît pas aux gens, tant pis. Donc ça c'est la première chose. Mais j'ai beaucoup de gens qui ont réagi, c'était hyper intéressant parce que chacun avait son avis à donner là-dessus. Et c'est ce que j'ai trouvé pas anodin du tout, parce que je vais vous parler d'un thriller. Ceux qui vont me donner leur avis dessus, ça va être ceux qui vont l'avoir lu ou qui vont avoir envie de le lire. Mais ceux qui ne lisent jamais de thriller ne vont jamais m'en parler ou ne vont jamais réagir dessus. Ici, on est sur un sujet, je trouve, qui est assez universel, dans le sens où ça touche une personne médiatique que tout le monde connaît. Je pense que, voilà, vous allez n'importe où, tout le monde a déjà entendu parler de la famille royale d'Angleterre. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai eu comme retour des gens. J'ai eu des gens qui m'ont dit oh, de toute façon je n'achèterai pas ce livre parce que je n'ai pas envie de lui donner de l'argent. Pas de souci. J'en ai qui ont dit j'ai acheté ce livre et je vais le lire, mais je trouve que il se plaint beaucoup, que c'est très médiatisé et que en gros il s'étale inutilement. Pareil, hein, moi je vous livre juste, je n'émets aucun jugement sur l'avis des gens, je vous livre juste ce que j'ai eu comme retour. Certains qui ont vu la série Netflix avant d'acheter le livre, en effet ont un peu plus tendance à dire que cette histoire ça sent le fric. Ça sent le fric et ça sent l'étalage de chouinerie. D'autres m'ont dit de manière aussi très intéressante qu'il y avait divers degrés de lecture à ce livre. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage qui met en scène une famille qui est très politique, bien entendu, hein, la famille royale d'Angleterre c'est quand même quelque chose de politique. Mais c'est un personnage qui va livrer son avis sur un sujet qui est très people. Et forcément, donc ça peut aussi attirer les gens. Il y a plein de degrés de lecture, je pense, sur ce livre. Chacun lira ce livre comme il le souhaite, avec le degré de lecture qu'il a envie d'avoir. S'informera sur les à côté également, soit regardera la série Netflix, soit lira des journaux qui traitent de ce sujet, parce que certains journaux, même très sérieux, en ont parlé. Bon, les éditions qui ont édité ce livre, ce sont les éditions Fayard, c'est quand même des éditions voilà, qui sont assez connues. Personnellement, je vais quand même vous donner mon avis, ça se lit bien. La plume est agréable. J'ai acheté ce livre pour passer un moment de lecture. J'ai passé un bon moment de lecture à lire parce que la plume est sympathique. Ok. Sur le fond, en fait, si vous cherchez un livre qui va traiter du scandale, Megxit, tout ça, bah en fait, non. Alors moi, c'est pas ce que je cherchais du tout. Je vous le dis encore une fois, hein, c'était par curiosité. Mais le côté Megxit, au final, il arrive vraiment juste à la fin. La très grosse partie du livre traite de la vie du prince Harry, qui est quand même né en 1984. Donc, enfin voilà, le Megxit, c'était en 2020.
quand même une grosse partie de sa vie où il s'est passé autre chose. Le côté people ne m'intéresse absolument pas, le côté chouinerie ne m'intéresse absolument pas, étant donné que je n'ai même pas regardé la série Netflix que je ne regarderai pas. Disons que j'ai lu ce livre comme j'aurais très bien pu acheter la biographie de Britney Spears. Au final, ça m'a pas si transcendé que ça, j'ai pas réussi à me faire un avis vraiment tranché et j'ai pas eu envie en fait. Je crois que j'ai lu ce livre un peu comme quand je lis une fiction. J'avais pas envie de me faire tout un chamboulement intellectuel en me disant qu'est-ce qui s'est passé. Ceux qui voudront faire des analyses beaucoup plus poussées le feront. Si vous entendez des miaulements, c'est normal, j'ai Oxford qui veut absolument rentrer dans le bureau. Il va défoncer la porte. C'est un chat, mais ce n'est pas un chat, c'est un tank. Je vais lui ouvrir. Bon bah tu rentres ou tu rentres pas? Oui? Allez, zou. Voilà, nous avons donc pour terminer cette vidéo un petit invité surprise. Et du coup je sais même plus ce que je disais sur le prince Harry. Lisez ce livre si vous voulez, ne le lisez pas, lisez-le avec plein de degrés de lecture différents si vous le souhaitez. Bref, c'est pas un livre que je vais vous conseiller, c'est juste un livre dont je vous parle dans cette vidéo pour vous dire, bah j'ai fait comme beaucoup de gens, je l'ai lu. C'est très rare, quand je lis une biographie, c'est extrêmement rare, et d'ailleurs je me rappelle pourquoi, et il va me faire tomber un cadre, il va me faire tomber un cadre. Non, non. C'est très rare quand je lis une biographie, parce que ce n'est pas du tout le genre de lecture qui m'attire. J'espère que ce book haul vous a plu, que vous avez réussi à noter des petits titres qui vous ont intéressé. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour, que ce soit par commentaire, que ce soit sur les réseaux, etc. C'est en compagnie d'Oxford que je vous dis à une prochaine. Jusqu'ici, portez-vous bien. Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de votre soutien. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. À la prochaine!